Alex House, just before the men's elite road race starts. How does it feel, Alex? Right now it feels a little soggy. I think it'll be that way most of the day, but yeah. You are the top favorite. Bonjour, bienvenue au résumé de la dernière course. Ils ont changé la course, éliminé les deux côtes. On a eu la chance de couvrir ici en Angleterre, au Yorkshire, soit celle des élites hommes. I'm amongst the favorites. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on vous a concocté, c'est des entrevues d'avant-course avec des coureurs de renom comme Mathieu Van Der Poel, qui est grand favori pour l'emporter au moment où on se parle. Avec des coureurs belges comme Oliver Nassen. Plutôt dynamité, je pense, dans le final. Yves Lampart. We will see a nice race. On a aussi des directeurs techniques comme Thomas Vauclair et Kevin Field. Donc, j'espère que vous allez apprécier ça. Ça va faire mal, puis il ne restera plus beaucoup de monde à la fin. Puis, on se retrouve après pour le résumé des entrevues d'après-course. Bon visionnement. Yeah, I think I'm amongst the favorites, but there are a lot of guys who can win the race. And yeah, I think I showed I'm in good shape, but yeah, also other riders showed that. So yeah, I'm curious what the race will give today. Would the change on the course? No, I don't. Not for me. I think the local laps were the most important part of the race, and it still is. So it doesn't change that much, I think. Thanks, Mathieu. Thank you. Ici avec Michael Woods avant le départ de la course élite-là. Michael, comment tu te sens? Bien. Maintenant, avec la pluie, il a presque arrêté. Donc, oui, je suis un peu content. Un peu triste qu'ils ont déjà changé la course pour aujourd'hui. Ils ont changé la course, éliminé les deux côtes juste en avant de les circuits. Donc, c'est pas assez. Ça veut dire qu'il est plus mal pour moi pour la course, mais c'est la vie. Cette décision-là a été prise quand, justement? Il y a 30-40 minutes. OK, donc on n'était pas au courant, c'est pour ça que je me demandais. Puis, qu'est-ce qui explique cette décision-là? Est-ce qu'ils vous ont mis au courant un petit peu? Je pense à cause de la météo. Les rues sont un peu trop mouillées. Il y a du lot partout, donc ça c'est pourquoi ils ont changé. Et maintenant, on fait 9 fois les circuits. Et quelles sont tes attentes aujourd'hui pour la course? Je crois qu'il est vraiment une course pour Philippe Gilbert, pour Sagan. Donc, j'espère que je peux être là, mais ça serait dur. Parfait. Un gros merci, Michael, puis bonne course. Merci beaucoup. OK. Donc, on est avec Kevin Field, le directeur sportif de l'équipe canadienne pour aujourd'hui. Kevin, on a appris récemment qu'il y aurait des changements au niveau du parcours. On coupe les deux bosses puis on rajoute 2 tours au circuit final. Qu'est-ce que ça change pour la stratégie de l'équipe? On verra parce que les changements sont tout nouveaux pour tout le monde. Donc, on n'avait pas eu la chance de parler avec les coureurs. Mais je crois que ça va être un changement qui peut vraiment changer la course parce que on coupait les deux grands bosses de le parcours. Donc, ça va être un changement compliqué. Je te voyais parler avec les soigneurs de l'équipe aussi. Dans le fond, j'imagine qu'ils doivent être au circuit plus tôt puis ils vont pas aux mêmes places pour faire le ravitaillement. Oui, que ça change? les 2 zones de ravito ont complètement changé. Donc, c'était ça que j'ai parlé avec eux, des changements de zone de ravito. Pour aujourd'hui, c'est qui le coureur protégé? Est-ce qu'on y va avec Michael Woods maintenant, vu qu'on a enlevé les bosses? Est-ce que ça va être plus un Guillaume Boivin qui a un bon sprint? Oui, mais on a eu 2 leaders de l'équipe aujourd'hui, Mike et puis Guillaume. Donc, c'est le même plan, en fait, les 2 gars. Parce que je crois qu'avec les deux circuits de plus sur le circuit final, ça va être très lourd pour tout le monde. Donc, c'est encore une course qui favorise Mike et Guillaume. Ils sont, mais peut-être avec les deux, sans les 2 bosses, je crois que c'est peut-être plus une course pour Guillaume, mais c'est sûr que pour nous, notre chance, c'est
de prendre des opportunités dans la course. C'est pas de suivre les plus grands gars comme Sagan ou essayer de faire un sprint contre Sagan, Van Avermaet, Van der Poel, les gars comme ça. Donc, on va vraiment chercher les échappées avec les deux gars. Parfait, un gros merci, Kevin. Merci Bonne beaucoup. course. OK, ciao. Guillaume Boivin, avant le début de la course élite. Guillaume, tes premières impressions? Ça fait une semaine qu'on est ici, fait qu'on a eu le temps de voir le parcours, malgré que ça a changé un peu avec les conditions météorologiques. Aujourd'hui, ça va être une course extrêmement difficile. Il va quand même pleuvoir beaucoup. Puis finalement, on fait 9 tours de circuit, donc on s'attend à une course ouverte. Vraiment difficile. Puis on va essayer d'être agressif puis participer à la course dès le début. Les changements qu'ils ont apportés, dans le fond, ils ont décidé qu'ils coupaient les deux grosses bosses. Donc c'est un parcours qui est un peu plus pour toi. Les bosses étaient quand même loin, mais bon, c'était plus le vent sur le top des bosses qui était assez dangereux. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, puis pour le retour vers le circuit, ça risque d'être un bon vent de côté. Normalement, il devrait y avoir 30-40 km/h de vent, donc il va falloir être attentif. Aux Belges? Ouais, aux Belges et Pays-Bas. Puis après, tout le monde, si 30-40 km/h de vent de côté, c'est sûr que quelqu'un va y aller. Puis les circuits sont extrêmement exigeants. Puis 9 tours, je pense que ça va faire mal. Puis il ne restera plus beaucoup de monde à la fin. Et comment sont tes jambes 30 minutes avant le départ? Les 3 derniers jours, je dirais que j'ai finalement pris le dessus de ma chute de Québec. Puis les jambes me tournaient quand même assez bien. Donc, mais bon, on va voir pendant la course. Mais j'espère pouvoir faire une belle course et être là jusqu'à la fin. Merci Guillaume, bonne journée. Merci. Donc on est ici avec Hugo avant le départ de la course des hommes élites. Hugo, comment vont les jambes ce matin? Ouais, ça devrait bien aller. C'est pas chaud. Pas mal de pluie. Changement du parcours ce matin. Ils ont enlevé une grande partie des difficultés. Donc je pense que ça va se passer sur le circuit. Très difficile, très technique. Une course pour costaud, je pense. Au niveau de la stratégie de l'équipe, c'est un parcours qui va convenir un petit peu moins bien à Michael vu qu'on a enlevé des difficultés. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, ces changements-là, au niveau de la stratégie? Ouais, je pense que tout le monde était un peu surpris ce matin. Le circuit reste très difficile. C'est les jambes qui parlent. On l'a vu dans les autres catégories que ça arrivait rarement groupé. Donc, on va voir. C'est sûr que ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de virages, des relances. Donc, il n'y a aucune place où tu peux vraiment te reposer sur ce circuit. Fait que je m'attends à une course très agressive. Puis, je pense que Mike va être en mesure d'être devant s'il y a les jambes. Super, un gros merci Hugo et bonne chance. Ouais. Donc, on est avec Antoine Duchesne ici avant la course. Antoine, comment tu te sens? Ah, ça va bien. Après, il y a un peu de changement de parcours par rapport à ce qu'on s'était prévu, mais bon, on va juste s'ajuster. Je pense que tout va plus se passer sur le circuit à la fin après. Comment ça change la stratégie de votre équipe, ce changement de parcours-là? Ouais, ça rendait un peu plus de stress en début de course qu'il fallait être attentif. Là, je pense que tout va se passer sur le circuit. C'est que ça repousse un peu le moment qu'on s'était mis à se mettre la tête dans le match. Et je pense que ça va juste être un peu plus tranquille au début. En plus, le vent ne semble pas s'être encore trop levé. Donc, je pense que ça va être attentif sur le circuit, puis c'est là que la course va commencer. Un gros merci Antoine et bonne course. Ouais. On est avec Thomas Voeckler quelques minutes avant le début de la course des hommes. Parle-nous des changements un petit peu qui ont été faits aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change pour ton équipe et surtout pour ton leader, Julien? Disons que du fait des conditions météo, beaucoup de pluie sur la route, il y a une partie du circuit, 50 km très techniques, très difficiles, qui ont été supprimés. Donc oui, ça change, en tout cas nous au niveau de l'équipe de France, ça change beaucoup la tactique qu'on avait mis en place. Maintenant il faut s'adapter et ça veut dire que sur le circuit, ça sera encore plus dur. Puis pour vous, c'est vraiment l'objectif, c'est le meilleur cancel avec Julien, rien d'autre? Julien, il a le niveau pour gagner. Maintenant, d'autres coureurs aussi. Oui, l'objectif, c'est le maillot de champion du monde, mais il y a au moins 7 ou 8 nations qui ont le même objectif et il n'y en aura qu'un seul qui va l'atteindre. On espère que ce sera nous. Parfait, gros merci Thomas. Benoît Cosnefroy avant le départ. Benoît, on s'était vu à Montréal après la course, on s'était parlé un petit peu de
ta future sélection peut-être due à cette course-là. Finalement, tu es sélectionné. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici aujourd'hui? Ouais, c'est forcément beaucoup de bonheur d'être ici. Défendre les couleurs de son pays sur la plus grosse course au monde. C'est forcément beaucoup d'émotions et beaucoup d'honneur, donc j'espère tirer le meilleur de moi-même aujourd'hui pour le collectif de l'équipe de France. Et quel est ton rôle aujourd'hui pour cette course-là? C'est d'encadrer au mieux Julien Alaphilippe et d'essayer d'être là dans le final pour lui. Donc j'espère que la forme va être là pour pouvoir jouer dans le final et aider au mieux le collectif. Un grand merci Benoît et bonne course. Bien. Oui, on a je pense un leader aujourd'hui, c'est Julien Alaphilippe et voilà quoi, toute l'équipe est là pour lui, pour l'aider au maximum pour qu'il soit là dans le final et pour qu'il ait le moins d'efforts possible à faire et puis qu'à la fin ça se joue à la pédale et qu'il soit mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir remporter le titre. Je ne peux pas raconter la stratégie mais forcément ça va changer un petit peu parce que c'était la partie vraiment un peu beaucoup petites routes et tout, donc c'est une partie difficile. Donc là, c'est vrai que ça rend un peu plus facile la course, on va dire. Merci Rémi, bonne course. Avant le début de l'épreuve masculine, Oliver, comment sont les jambes aujourd'hui? J'espère bien. Debout comme ça fait pas mal, donc on verra. Au niveau de la sélection belge, c'est quoi ton rôle dans cette équipe-là aujourd'hui? Plutôt dynamité, je pense, dans le final. Durcir la course et tout ça. Au niveau de votre stratégie, est-ce qu'elle change dû au changement de parcours? Ouais, l'endroit qu'ils ont coupé, c'était plutôt un endroit où il fallait accompagner et être vigilant. Donc il faut être juste un poil moins vigilant, mais sinon ça ne change pas grand-chose. Un gros merci Oliver et bonne course. Merci à vous. Well, it will be a hard race, of course, and it's difficult to predict what's going to happen. But I hope we will see a nice race and the strongest can win. Well, of course, it's a bit less hard, so we will see how it goes for the final. So I think everybody comes a bit more fresh in the final, and I cannot say what the difference will be, but I hope we will see a nice race. See you. We are here with Alex House just before the men's elite road race starts. How does it feel, Alex? Right now it feels a little soggy. I think it'll be that way most of the day, but pretty excited to be here, and should be a hard race. What's your expectation for the day? I think it should be pretty active, pretty early, and stay that way all the way to the finish. So the course changed early this morning. What does it mean for you and your team? Honestly, I don't think it'll change a whole lot. It'll definitely make the circuits a little more important. It should make it. There's definitely less climbing, but I don't think it'll necessarily make it an easier race. All right. And are you worried about the favorite teams like the Dutch and the Belgians? I don't know if I would say worried, but they're definitely the stronger teams of the race, and we'll be kind of looking at them to control a little bit more, but I think it'll be a tough race to control overall, which I think should benefit the smaller teams like us. Thanks, Alex, and have a good race. Cheers, thanks guys. So we are here with Daniel Tikleimena just before the men's elite race start. How does it feel? Yeah, I was really feel okay in the moment for the world, so yeah, I'm really excited to be selected in the world. I didn't maybe racing a big races this season, but yeah, it could be a good participate for me as well. They just made some big change for the course. How does it change your expectation for the day? Yeah, maybe the weather is a bit difficult as well. Really long stage, course. Yeah, for everyone is in that. Yeah. Thanks, Daniel, and have a good race. Thank you. Sorry. How are you feeling? Amazing. So, Tom, we're just a few minutes before the starts. What's your expectation for the day? The first expectation is that it's going to be a long and hard day. Even with the change in the course where we do 20 Ks less, it's still going to be really hard. Even maybe harder just because everyone's going to wait for the laps, and once we get in the laps, it's going to be full gas from the get-go for sure. And what's the big nation for you, like the main favorite? I think there's a few, just because there's a few nations that have different tactics they want to play. For sure, Belgium will be on the offense. However, I think Australia is really good here.
and they've planned for this already. And Matthews is in great shape, so they'll try and keep it together. So it'll be a little bit of different tactics that play out, and we'll see which nation's the strongest. So what we have to do is just play off the bigger nations and see how it looks out there. Thanks, Tom, and have a nice race. Thanks. Well, I'm here with Zdeněk Štibar a few minutes before the Elite Men race start. Your third three-time cyclocross champion. Do you like this kind of condition? Not really. I still prefer when it will be sunny and 20 degrees. But it's how it is. I think that now it's dry, so we have to be happy for every minute which is dry. With this kind of course, what's your expectation for the day? Difficult to say because now the parkour is changed. We don't go into the mountains, so I think it's a really big game changer. So yeah, I think it will be completely different race than we could get with the mountains. And for you, Czech Republic, how can you beat like the Belgium and Dutchland? We just have to dare to go, and we don't have to be afraid because we are also strong. Yeah, thanks Zdeněk, and have a nice race. Thanks. Thank you. Bonjour! Bienvenue au résumé de la dernière course qu'on a couvert, soit la course des élites messieurs, qui se déroulait ce matin, 29 septembre, sous une température très clémente. Ben, c'est une blague, c'était horrible au départ. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. C'était des conditions météo horribles. Honnêtement, je suis le vélo depuis très longtemps. J'ai beaucoup d'heures d'écoute sous la cravate de course. Puis honnêtement, autant de pluie, j'ai rarement vu ça. Il y avait tellement de précipitations que les hélicoptères qui étaient supposés nous donner des images de la course n'ont pas pu décoller. Donc ça vous prouve à quel point il y avait de la pluie. Donc le départ était à Leeds, puis on finissait à Harrogate pour 7 tours du circuit pour un total de, pardonnez-moi, 280 km. Départ à 8h40, donc un départ plutôt tôt dans la journée. Au départ, on avait 197 coureurs, oui, de 43 pays différents. Donc là, on s'en va au départ, on commence à faire des interviews et là, coup de théâtre, le parcours est totalement changé de ce qui était prévu. On supprime les 2 comptes principales avant le circuit à cause de l'accumulation d'eau sur les routes. Donc, plutôt que d'avoir le circuit original de 280 km avec 7 tours du parcours, on avait un circuit total de 260 km. Pardonnez-moi, de 260 km avec 9 tours du circuit. Il y a eu des délais au niveau du départ, là, vu qu'on a dû tout changer les routes et les signalisations à la dernière minute. On a su s'adapter, puis ça nous a donné une course assez intéressante et ouverte. En début de course, puisque c'est une course élite, veux pas, il y a une structure qui est un peu plus présente que sur ce qu'on a vu par exemple chez les juniors ou chez les U23. Donc, échappée matinale qui va partir en début de course avec 11 coureurs. Quand même des gros noms, Nairo Quintana, le Colombien, Primož Roglic, Jan Polak, Magnus Cort Nielsen, Marie Bonnard, Sylvain Dillier, Peter Vakoch, Richard Carapace, notre Québécois Hugo Hull, et Alex Haas, le champion américain du contre-la-montre, et l'Allemand Jonas Koch. Cette échappée-là va durer relativement assez longtemps. Le record va varier entre 2 minutes et demie et 4 minutes tout au long de la course. Puis, dans le fond, on va assister à plusieurs chutes dues à la pluie et surtout au niveau du ravito. On est arrivé au ravito, puis là, vous savez, les coureurs, premièrement, sont gelés, sont frigorifiés. Et là, on veut absolument avoir accès à de la nourriture pour pouvoir se garder au chaud, pour pouvoir récupérer aussi. Puis, il y a eu beaucoup de chutes vu que les coureurs voulaient absolument récupérer des musettes. Donc, après ça, 160 km de l'arrivée, on apprend, comme je vous disais, que les hélicoptères ne pourront pas décoller. Qu'est-ce que ça fait pour le téléspectateur? C'est que quand les motos arrivent au circuit, ils doivent aller remplir leur réservoir d'essence pour pouvoir terminer de suivre la course.
Donc pendant à peu près 1 heure et quart, on n'a pas eu d'image ou presque, à part les caméras fixes sur le parcours, donc 3 ou 4 endroits stratégiques proches du final. Donc on n'a pas pu suivre comme on le voulait la course. Donc au niveau du reportage, là, ça va jouer. J'ai un petit peu moins d'informations. Je vais quand même vous faire part là, de ce qui est arrivé après leur arrivée au circuit. Ils ont fait cette entrée-là à environ 125 km de l'arrivée. À 124 km, donc premier tournant à droite pour l'arrivée, donc dans les derniers 500 mètres, il y a une chute à la droite du peloton, à peu près au milieu. Philippe Gilbert est impliqué. On voit qu'il chute plutôt lourdement. Et là, Philippe Gilbert est identifié comme un des favoris. Et son coéquipier Remco van der Poel, le jeune de 19 ans, l'aperçoit et tout de suite va aller dire « Je vais t'aider, tu vas voir, on va remonter, on va retourner à l'avant. » Donc il change de vélo et il repart. Bon, là, sur place, les Belges n'étaient pas trop contents parce que on pensait que Patrick Lefebvre, le directeur sportif de l'équipe, avait ordonné à Van der Poel d'attendre. Mais ce que la plupart des fans ne savent pas, c'est que en un championnat du monde, les oreillettes ne sont pas permises. Donc, il n'y a aucune communication entre le directeur sportif et ses coureurs durant l'épreuve. Donc, Remco a pris la décision lui-même qu'il aimait mieux se sacrifier parce que les 2 tours suivants, Remco va donner un train d'enfer, va littéralement faire un contre-la-montre individuel comme on l'a vu faire mercredi dernier. Et il va essayer de ramener le plus possible Philippe Gilbert à l'avant. Malheureusement, Remco va tout donner, ne sera pas capable de le ramener à l'avant et Gilbert va manquer de jus pour faire le pont avec le groupe et devrait abandonner. Là, on l'a vu en larmes à l'arrivée. Il y avait beaucoup d'attentes pour cette course-là. Puis malheureusement, ça fait partie du cyclisme, les chutes. Et c'était pas sa journée pour lui. 120 km de l'arrivée, donc 4 minutes plus loin. Là, le peloton a décidé que la course était débutée. L'écart va être réduit à 50 secondes. Et à 90 km de la ligne environ, là, comme je vous dis, on n'a pas pu voir exactement. L'échappée a été repris. Donc, à 75 km de l'arrivée, c'est la France, les Pays-Bas qui vont faire le forcing à l'avant du peloton, qui vont donner le tempo. 67 km de la ligne, on a une attaque assez intéressante de Lawson Craddock, l'Américain, qui va être suivi par Stefan Kung, le Belge, qui va revenir sur lui un petit peu par après. Là. Ça l'a peut-être pris 1 km, 1,5 km avant que les deux se regroupent. Et là, ils vont rouler ensemble relativement longtemps. 50 km de la ligne, les deux hommes vont avoir une avance de 19 secondes. Puis l'apogée de leur avance, là, ça va se situer entre 35 et 40 secondes. 49 km de la ligne, attaque de Peter Vakoch qui va être repris, ma foi, quelques secondes après celle-ci. Ça a été une tentative peu fructueuse. On sait qu'on avait vu Vakoch dans l'échappée matinale avec Hugo Hull et Alex Haas. Ça l'a pas... Il s'est rasseyé plus tard dans la course, ça n'a pas marché. Par la suite, 47 km de la ligne, grosse attaque de Mads Pedersen, oui, le Danois. Il va rapidement rejoindre les deux hommes de tête. Là, et au moment où il va les rejoindre, Lawson Craddock explose totalement. Donc Pedersen puis Kung vont être à l'avant seul. Puis il y a Mike Tennyson, le Hollandais, qui va venir, oui, faire la jonction un petit peu après, là, peut-être 5-6 km après que les deux hommes soient partis. 45 km de la ligne, pendant que Mike Tennyson tente de revenir sur le groupe de tête. À l'arrière, il y a Johnny Moscon qui va venir aussi, qui va attaquer et qui va venir faire la jonction un petit peu plus tard. Donc on se retrouve à 31 km de la ligne et là, les Belges se rendent compte qu'ils ont manqué le coup totalement. Puis, les 4 coureurs qui leur restent sont en arrière en train de chasser. On donne tout, même Greg Van Avermaet va aller prendre des relais à l'avant pour essayer de ramener ces 4 hommes. Parce que on sait que cette situation-là, c'est défavorable pour eux, puisque Van der Poel a un coéquipier à l'avant. Donc Mathieu, qui est identifié comme le grand favori, n'a aucun effort à faire, n'a pas à aller dans le vent, il a juste à rester positionné. Même chose pour les Italiens, je pense à un Trentin qui n'avait pas de travail à faire puisque Moscon était à l'avant et vice-versa. C'est cycliste. Donc, les Belges ont manqué le coup. Même chose pour les Français. Donc, à 31 km de la ligne, à 39 km de la ligne, pardonnez-moi, c'est eux qui font le forcing, qui font le tempo à l'avant du peloton. 38 bornes de l'arrivée, notre dernier Canadien en lice, Michael Woods, va abandonner. Il va être distancé en fait, puis quelques kilomètres plus loin, quand il va passer devant le ravito, il va prendre la décision d'abandonner.
Puis je vais en profiter pour vous le dire maintenant, il n'y a aucun des Canadiens qui a fini l'épreuve. De ce qu'on a su par après, c'était une épreuve avec des conditions horribles. Donc un coup qu'on se faisait distancer, là, il n'y avait aucun plaisir à continuer cette course-là avec des températures comme celle-là. Puis la preuve, c'est qu'à part une 30-35 coureurs, personne n'a terminé l'épreuve. Là, le 3/4 du peloton a été DNF, là, did not finish. Donc ça prouve que c'était des conditions horribles. 35 km de la ligne, comme je disais, les Français font encore le tempo à l'avant. Niels Politt, l'Allemand, oui, va faire une attaque. Il y a quelques coureurs qui vont suivre. Et là, on se ramasse dans une côte. Et c'est là, l'attaque du jour, celle qu'on attendait. Mathieu Van Der Poel, le grand favori qu'on a interviewé plus tôt dans la journée, fait son attaque, va être suivi par l'Italien Trentin qui était dans sa roue. Trentin va même prendre un relais. Les deux hommes, ma foi, vont revenir si rapidement sur les hommes de tête. C'est incroyable, là. Si bien qu'à 2 tours de la fin, donc à 26,6 km de la ligne, Trentin, Van Der Poel vont rejoindre les 4 fuyards à l'avant, puis ils vont avoir 30 secondes. Ils vont rejoindre, pardonnez-moi, les 2 hommes à l'avant, et ils vont avoir 30 secondes là, d'avance sur le peloton. Donc les Belges, qui ont encore manqué le coup, personne n'a été capable de suivre Van Der Poel et Trentin. Donc on va chasser. Les Espagnols aussi, qui comptent dans le rang l'ancien champion du monde Valverde, le champion en titre, qui défendait ce fameux titre. Eh bien, on fait la chasse aussi avec les Français pour essayer de revenir, mais je veux dire, à 20 km de la ligne, il est trop tard, c'était plus tôt qu'il fallait sortir. Donc les coureurs n'avaient pas les jambes. À 20 km de la ligne, Johnny Moscon, lui, qui est à l'avant dans le groupe de 6 coureurs, va faire l'élastique. Donc, il se fait distancer, il fait l'effort, revient, il se fait distancer, il revient. Parce que lui, il doit faire tout ce qu'il peut, il doit laisser ses dernières cartouches sur le parcours pour pouvoir aider son leader Matteo Trentin. Donc, si bien qu'on se retrouve à un tour à faire les hommes de tête, les 5 fuyards maintenant, puisque Moscon va être distancé pour de bon, vont avoir 45 secondes d'avance, oui. Et là, coup de théâtre, ma foi, vous auriez dû voir la foule. Nous, on était sur place, on était proche de l'arrivée, proche des fans néerlandais. Quand c'est arrivé, c'est une nation complète qui s'est effondrée. Mathieu Van Der Poel fait des crampes ou une fringale. On ne connaît pas le fin mot de l'histoire encore. Certains ont dit sur place que c'était des crampes. Certains, après, dans les journaux, ont dit que c'était peut-être une fringale due à son alimentation déficiente. On sait, Mathieu n'est pas habitué de courser sur des courses de 280 km. Là, on le retrouve plutôt sur les labourés, là, en cyclocross, avec des courses de 1 heure où il n'y a aucune alimentation, même pas d'eau. Sinon, les courses qu'il a faites depuis le début de l'année, oui, c'est des longues courses, mais 280 km, 6h30, 7 heures de course, il n'avait jamais fait ça avant. Donc, est-ce que c'est au niveau de l'alimentation? Est-ce que c'est des crampes? Est-ce que c'est relié? On ne sait pas encore. Je veux dire, c'est tout frais ici en Angleterre. Mais on sait qu'il y a eu une déficience physique et non mécanique. Et il a été distancé. Il va finir derrière le peloton là, à plus d'une dizaine de minutes. Il a tout de même fini. Il a fini en compagnie là, de son bon ami Rémi Cavagna. Et bon, comme je dis, c'était le désastre. Là-bas, tous les Néerlandais pleuraient. C'était horrible. Là. Puis nous, je veux pas, Mathieu, c'est un coureur que j'apprécie beaucoup, que Vincent aussi apprécie beaucoup. Donc, on aurait aimé ça le voir gagner. Puis tu sais, c'est l'outsider, c'est le coureur d'une équipe continentale qui vient du cyclocross, qui vient du vélo de montagne. Et là, qui irait battre tous les coureurs sur route, ça aurait été incroyable. Puis on l'attendait, c'était le gros favori. Donc, il avait toute la pression. Et là, à 12 km, il est super bien placé. Puis il se fait distancer. Donc, pas mal tout le monde était déçu et personne s'y attendait, honnêtement. Par la suite, à 10 km, maintenant, il reste 4 hommes à l'avant. Ça collabore super bien, si bien qu'ils vont être rendus à 1 minute 30 d'avance. En arrière, la chasse. Bon, Julien Lafilippe se fait distancer, en fait. Donc, les Français n'ont plus vraiment d'intérêt à chasser. Les Belges, qui chassent déjà depuis une trentaine de kilomètres, n'ont plus nécessairement l'effectif pour pouvoir emmener les hommes de tête. Si bien qu'à 5,8 km, on se rend compte qu'on ne reviendra pas, donc on va plutôt se battre pour les places d'honneur. Tandis qu'à l'avant, Johnny Moscon va donner un dernier relais, va totalement exploser. Donc à 3,5 km de la ligne, il y a 3 hommes à l'avant. Stefan Küng, Mads Pedersen et Matteo Trentin. Qui va l'emporter? On ne sait pas. Sur place, on se dit, bon, ça risque d'être Trentin. Trentin a un sprint assez incroyable. Sauf que, petit bémol, c'est un championnat du monde, c'est 6 heures d'effort, c'est la pluie, c'est le dénivelé, donc
comment les jambes à Trentin vont réagir, on ne sait pas. Par contre, Stephen Kung, il n'est pas réputé pour sa pointe de vitesse, mais plutôt pour ses efforts en solitaire. Donc, Stephen Kung va tenter une attaque dans une bosse à 3,5 km de la ligne. Ça va avorter. Trentin va rapidement faire le pont pour revenir dans sa roue. Les choses vont se calmer, si bien qu'on va arriver au dernier kilomètre à la queue leu et on va passer les relais très bien. Là. Je veux dire, jusqu'à 500 mètres de la ligne, on passait les relais, on faisait la roue, tout allait bien. Et là, le sprint arrive. Trentin lance le sprint. Kung est vite écarté de l'équation finale. Il va finir 3e. Mais Mats Pedersen sort le sprint de sa vie probablement. Il va coiffer sur la ligne par, ma foi, 1 ou 2 longueurs de vélo. Là. Il a vraiment donné tout ce qu'il avait et il a distancé Trentin au sprint, ce que personne n'attendait. Et il va devenir champion du monde devant Matteo Trentin de l'Italie. En 3e place, on va retrouver Stephen Kung, le Suisse. En 4e, Johnny Moscon, l'Italien. Et Peter Sagan, l'ancien triple champion du monde de Slovaquie, qui va terminer 5e. Écoutez, Matt Pedersen, personne ne l'attendait ici. Oui, on le connaît pour comme un très bon coureur, mais est-ce qu'on aurait mis notre argent sur lui au début de la course? Non. Est-ce que c'est le fun de le voir gagner? Oui, honnêtement, c'est incroyable de voir des émotions comme ça. Vous auriez dû voir les soigneurs danois, c'est sur la ligne d'arrivée, c'était fou. Tout le monde s'est précipité sur lui. On a des images de ça, on va vous les partager. C'était incroyable, ça donnait la chair de poule là, d'être là à ma foi 30 mètres de ce qui se passe, 10 mètres de ce qui se passe, c'est incroyable. Donc ça conclut le résumé de cette course qu'on a suivie pour vous des élites hommes. J'espère que vous avez apprécié ce résumé-là. Puis malheureusement, on n'a pas d'entrevue d'après-course. Pas parce qu'on n'était pas là, on aurait pu faire des entrevues. Par contre, moi et Vincent, on a pris la décision de ne pas en faire dû aux conditions climatiques. Honnêtement, les coureurs n'étaient pas nécessairement aptes à venir nous donner des entrevues. Donc, plusieurs d'entre eux étaient en état de choc, en hypothermie. Donc, on a pris la décision de ne pas faire d'entrevue d'après-course. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais que les entrevues d'avant-course vont vous avoir rassasié. Là. On a quand même des gros noms comme Van der Poel et Stibar qu'on a interviewés. Mais pour les entrevues d'après-course, on n'a pas pu aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié toutes les courses qu'on a couvertes. Puis j'espère que vous avez apprécié aussi la formule. Faites-nous le savoir parce que c'est pas la dernière fois qu'on va se retrouver dans ce type d'événement-là. Donc, de pouvoir avoir vos commentaires, là, ça serait vraiment apprécié pour pouvoir s'améliorer pour les prochaines courses qu'on va aller couvrir. Un gros merci à vous, puis un gros merci aussi des commentaires qu'on a reçus tout au long de l'événement. On sent que notre travail a été apprécié, puis ça nous a donné le goût de continuer, ça nous a donné le goût d'avoir 3 heures de sommeil, ça nous a donné le goût de nous lever à 5h30 pour pouvoir aller au départ dans le fin fond du Yorkshire, sous la pluie battante pour aller faire des entrevues. Donc, un gros merci à vous, puis à la prochaine.